Bienvenue au balado Trajectoire, la transition en 22 minutes, propulsé par le Lab 22, laboratoire d'innovation sociale et environnementale, où l'on prend 22 minutes pour parler de transition avec des invités. Ce balado est une invitation à se plonger dans les différents secteurs de la transition sociale et écologique au Québec, en créant des dialogues entre des experts, des expertes, des personnalités publiques et des jeunes mobilisés afin d'accélérer la transition. Je m'appelle Frédérique Bordelot, je suis agente de projet pour le Lab 22. Et puis sinon, dans la vie, je suis apprentie pâtissière, fermière et étudiante en droit. Donc, en vue de la COP27, qui se déroulera cette année en Égypte, aujourd'hui, j'aurai la chance de discuter de la COP26 avec 2 participants qui se sont rendus à Glasgow en novembre dernier. Salut, moi je m'appelle Émile, je suis analyste des politiques climatiques chez Équiterre. Sinon, j'aime bien faire des câlins aux arbres dans la vie. Puis voilà, je te laisse présenter. Donner de l'amour. Voilà. Tuburgo de Nano Tomicek, Nilo Samuel Rainville. Je suis Innu et québécois. Je travaille en milieu universitaire sur les dossiers autochtones, surtout sur la réconciliation. Et je soutiens aussi plusieurs organisations en environnement partout au Québec. Cool. Donc, à part, parce que vous êtes des belles personnes, aujourd'hui aussi, on va se parler parce que vous avez eu la chance d'aller à la COP 26 à Glasgow en novembre dernier. Donc, peut-être expliquer un peu c'est quoi la COP 26 surtout. Oui, si je peux me lancer, la COP, c'est la 26e édition. Ça a commencé en 1995 et puis c'est le rassemblement de tous les pays qui essayent de prendre des décisions sur l'environnement. Si je peux résumer ça, là, c'est comme si on était 197 humains à essayer de choisir un film ensemble, à l'unanimité. C'est pas facile de choisir à l'unanimité. C'est pour ça que souvent, on arrive avec des décisions qui sont un peu le plus petit dénominateur commun. On prend pas les décisions qui sont tout le temps les plus courageuses, mettons, mais au moins, ça nous permet d'avancer. Puis, c'est là où on s'est rencontrés, d'ailleurs, à la COP26 cette année. Oui, c'est drôle comme phénomène qu'il faut aller à l'autre bord de la planète pour rencontrer des Québécois puis de se parler des questions climatiques. C'est ça aussi, hein? Il y a un gros paradoxe de prendre l'avion, surtout en temps de pandémie, pour aller parler des questions climatiques, rencontrer aussi nos propres leaders politiques à Glasgow, puis tenter de mettre pression pour que les ambitions de notre société soient rehaussées en matière de justice climatique. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais là dans le cadre de mon travail, puis notre job, c'était justement de rencontrer les politiciens. Comme tu l'as dit, il faut traverser l'Atlantique pour prendre un café avec eux, mais c'est très payant quand même. Ouais. Ça permet d'avoir des rencontres informelles qu'on n'a pas normalement au Québec. Ma job aussi, c'était de faire rapporter ce qui se passe là-bas, autant à la société civile qui était restée au Québec, les ONG, les associations étudiantes, les regroupements citoyens qui n'avaient pas fait le voyage. Et puis, dans les médias aussi, dire qu'est-ce qui s'est passé à la COP, est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, sur quoi on doit porter notre attention. C'était 2 semaines bien chargées, disons. Ouais. C'est une conférence sur le climat. Faut dire que quand on arrive là, on a quand même un peu l'impression que c'est une conférence sur l'économie ou le développement économique. Fait que le rôle d'Émile, de moi et de plusieurs personnes de la société civile, des organisations environnementalistes, des universités, des syndicats, des organisations jeunesse, par exemple, c'est de ramener le plus possible la conversation sur les priorités, sur le sentiment d'urgence qui nous habite toutes, puis sur la prise de solutions concrète en matière d'environnement. Là. Puis moi, évidemment, en tant que jeune Innu, j'ai toujours la responsabilité puis la volonté du mieux que je peux de parler des perspectives autochtones, de l'importance de l'approche des droits humains aussi en matière climatique parce que il y a des impacts sur les droits de la personne et on le sait que c'est les groupes souvent les plus marginalisés, les premiers impactés. C'est un peu dans la conversation climatique, pas suffisamment. Fait que moi, je suis là pour ça. Puis définitivement, de mettre de l'avant les droits des peuples autochtones. Parce qu'il y a non seulement un leadership qui doit être pris par les peuples autochtones dans la conversation climatique, mais il y a des solutions très originales et efficaces qui sont proposées par les peuples autochtones. On a une expertise au niveau de nos savoirs, les savoirs traditionnels. Oui, il y a la science. C'est super important, la science des données, tout ça. Moi, j'ai étudié en sciences de l'environnement. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à ça, mais il faut commencer à voir la complémentarité puis la nécessité de mettre de l'avant les savoirs traditionnels autochtones. Il y a aussi toute une rigueur, il y a une importance, une vitalité derrière les observations de nos aînés qui sont sur le terrain puis que ça fait longtemps qu'ils voient les changements climatiques, qu'ils voient le changement
dans les mouvements migratoires de nos animaux, qui observent des cycles de glace, des cycles de saison qui sont changés d'une année à l'autre. Puis c'est un savoir qui se transfère de génération à génération. Mais si on apprend à bien utiliser ces observations-là, on va se mettre à agir enfin à la hauteur de l'urgence qu'on est en train de vivre, je pense. Oui, tu l'as bien dit, Samuel. Les crises climatiques et les crises sociales ne sont pas séparées. C'est vraiment interrelié. Puis au Québec, des fois, on est un peu déconnecté de ça. On parle du réchauffement climatique ou de la crise climatique comme quelque chose qu'il faut faire pour nos enfants ou pour les générations futures, alors que ça se passe déjà. Il y a déjà des gens qui subissent les pires conséquences de la crise climatique, des gens qui perdent leur pays, qui perdent leur identité, qui perdent leurs souvenirs, des gens qui sont obligés de se déplacer, des gens qui n'ont plus les ressources pour continuer à habiter où ils ont toujours habité. Puis ça, c'est un point qu'on se faisait un devoir, je pense, de remettre au premier plan parce que quand on parle de tonnes de GES, ça peut paraître abstrait, mais quand on parle d'impact humain, c'est très, très concret. Puis c'est pour ça que c'est important d'agir. C'est pas juste pour limiter le nombre de GES, c'est pour aider des gens, aider l'humanité. Chaque fraction de degré a des impacts qui sont énormes en termes de perte de vie humaine, mais de qualité de vie humaine aussi. On voit à la COP, un des grands messages, c'est la réduction des GES, de limiter le réchauffement de la planète. Donc, c'est ça le gros focus. Puis, on commence à avoir la conversation de prendre en considération ces impacts-là sur les personnes. Puis, si on va dans les autres pays du monde, pas juste chez les peuples autochtones du Canada, mais partout à travers la planète, il y a des peuples autochtones qui sont non seulement les premiers impactés. On voit un phénomène de réfugiés climatiques déjà, des gens qui doivent déménager parce que le réchauffement climatique le pousse à le faire, parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a la déforestation, parce qu'il n'y a plus accès à des ressources de base. Puis il y a la destruction même des écosystèmes. C'est la sécurité alimentaire qui est compromise dans tellement de places du monde. Mais ça, si on commence à mettre ça à l'avant de la conversation, puis ça, moi, j'ai probablement un gros biais personnel, mais j'ai l'impression que l'angle va changer, puis on va commencer à parler peut-être un peu moins de développement économique ou de durabilité, mais on va parler de qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour réparer, puis les réels coûts des conséquences, un concept qu'on appelle les pertes et préjudices à la COP26. Bien, là, on commence à prendre des actions sur ce qui arrive déjà. Puis pour moi, il y a tout aussi un filtre. Si on met sur pied un mécanisme d'évaluation internationale des impacts sur les droits des personnes, les droits humains, les droits de base là, qu'on parle, j'ai l'impression qu'on va commencer à bien moduler puis à bien réglementer notre industrie de l'énergie, mais aussi notre pollution puis nos impacts sur l'environnement. Ouais. Si je peux ajouter sur ce point-là, il y a une question de justice aussi, de justice climatique qui est entre les pays, qui est entre les générations aussi. Mais tu l'as bien dit, la plupart des gens qui subissent les pires impacts en ce moment, c'est eux qui sont les moins responsables de la crise. Qui est responsable? Mais c'est des gens comme les Québécois, comme les Canadiens, les gens qui vivent dans des pays qu'on appelle développés, qui ont émis des GES depuis 150 ans, 200 ans, et qui en ont profité, qui se sont enrichis. Puis là, maintenant, on a donc une responsabilité. C'est en raison de l'exploitation de ces pays-là, en raison de notre niveau de vie, qu'on est rendu dans la crise climatique. Et puis, on s'est enrichi grâce à ça. Donc, on a de l'argent pour financer la transition chez nous, mais chez les autres aussi. Puis la transition quand c'est possible et les pertes et préjudices, comme tu l'as dit, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire pour s'adapter. Si l'île, elle va être submergée, il n'y a plus d'adaptation qui est possible. Il y a des coûts à payer. Si... je sais pas, on est voisins, puis j'ai parti mon eau, j'ai inondé chez toi complètement. Tu vas t'attendre à ce que c'est moi qui dois payer. Tu comprends? C'est la même chose d'un point de vue international aussi. C'est aux pays les plus riches, aux pays les plus développés qui ont causé le problème de venir au moins compenser et au moins rapidement investir de l'argent pour faire la transition. Puis si on revient à la COP, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est une zone assez exclusive. Hein? On reçoit une invitation pour s'y rendre. Puis moi, le premier, je me suis dit, comment ça se fait qu'est-ce que j'ai fait pour être invité, pour être à la bonne place au bon moment, j'imagine. Mais c'est qui t'a invité, en fait? Moi, c'est le réseau Action Climat. Okay. C'est une organisation qui a le rôle un peu de coordonner l'ensemble des activités des différents acteurs de la société civile.
Puis, je venais vraiment là avec la volonté de mettre l'avant les droits des peuples autochtones en premier lieu. Mais, l'idée, c'est comme on l'a dit tantôt, c'est un accélérateur, hein, la COP. C'est pas là que le gros du travail doit se faire. Là, nous, on va piquer la curiosité de nos leaders qui sont là aussi, qui sont en train de négocier les ententes ou la mise en application des accords de Paris. On a signé le pacte de Glasgow, par exemple. Mais nous, notre véritable travail, c'est de se dire, quand on revient à la maison, il y a de la job à faire, puis on est là, puis il y a d'autres mondes aussi. Il y a plein de gens à la maison qui ont des choses super intéressantes à dire. Ouais. Donc, c'est comme un travail d'éducation plus à faire suite à la COP. Absolument. Oui, un travail d'éducation, puis un travail de... vous vous êtes rassemblés, vous avez fait des promesses. Super. Maintenant, comment est-ce qu'on les met en application? Comment est-ce que vous allez tenir vos promesses? Si oui, comment vous allez le faire? Si oui, quand est-ce que vous allez le faire? Dans quel horizon de temps? Puis c'est là où on ne peut pas être les seuls non plus. C'est là où on a besoin d'avoir un mouvement social qui est important parce que c'est quand on a la force du nombre qu'on est capable de mettre de la pression sur nos politiciens qui, eux, ont les clés des solutions souvent entre leurs mains, mais qui hésitent des fois à les utiliser parce qu'il y a d'autres mondes qui ont d'autres intérêts puis qui, eux, prennent la parole. Bien là, c'est à nous de prendre la parole pour faire valoir nos intérêts aussi, pour qu'on puisse faire entendre notre voix. Ouais. Tu sais, on nous demande souvent, là, depuis qu'on est de retour, en tout cas, moi, c'est ça, est-ce que tu es content, est-ce que tu es satisfait des résultats de la COP? Puis bon, c'est sûr qu'on n'a pas exactement ce qui est demandé, même probablement loin de ça, mais moi, je reviens pas tout à fait cynique quand même, parce que une chose qu'on remarque, c'est que les ambitions des gens qui sont là pour les bonnes raisons sont tout le temps plus grandes que, c'est vrai, nos leaders politiques. Puis le cynisme ou le découragement, je le vivrais beaucoup plus si j'arrivais à la maison puis je me dirais, hey, je suis tout seul là-dedans. Mais on n'est pas tout seul. Puis nous, on a fait notre part du travail. On veut ramener la conversation, on veut garder le momentum. Puis, mais le plus gros du travail, c'est que tout le monde trouve son rôle. L'éducation, les jeunes dans les écoles qui le font tellement bien. On en a besoin parce que c'est ça qui fait en sorte que l'oreille commence à être tendue. Puis les politiciens, ils n'auront plus le choix d'agir à un certain moment. Oui. Mais par rapport à ça, justement, comment est-ce que les jeunes ou les personnes qui ne travaillent pas en environnement peuvent s'impliquer? C'est quoi leur porte-voix? Comment ils peuvent arriver à le faire? OK, je me lance. Il y a plusieurs façons de s'impliquer. Il y en a une, c'est de rejoindre des groupes qui le font déjà. Si tu as du temps, c'est possible de rejoindre une organisation non gouvernementale, une ONG, ou rejoindre un groupe citoyen de ton quartier, de ta ville, de ton village. On peut créer des choses aussi. Tu sais, si, par exemple, il y a un boisé proche de chez nous qui est le dernier boisé du quartier, ça peut être intéressant d'aller sonner aux portes des voisins puis de dire, est-ce que vous aimez ce boisé-là? Ouais, vous en profitez, vous allez marcher avec votre chien, ouais. Est-ce qu'on s'arrange pour le protéger tout le monde ensemble? Ça, c'est un impact concret. Puis quand on est, je sais pas, je pense que c'est la même chose pour toi, quand on s'implique, plus on sent qu'on a justement un pouvoir d'influence. Puis ça évite le découragement. Ça permet d'avoir de l'espoir parce que chaque fraction de degré, comme je disais, va avoir des impacts qui sont immenses. Chaque petite partie de nature qu'on est capable de protéger a des impacts bénéfiques super intéressants. Donc, c'est souvent en se rassemblant, en collectivisant nos gestes qu'on est capable d'avoir un impact qui est plus grand. C'est bien de faire des petits gestes chez soi à la maison. Il faut continuer de le faire. Il faut encourager les autres à nous rejoindre là-dedans. Mais c'est quand on se rassemble qu'on a le plus grand impact. Tu sais, moi, je me suis jamais senti spécial ou que j'avais comme plus de pouvoir que n'importe qui, tu sais. Super, Samuel. Mais on commence tout à quelque part. Puis je pense qu'il faut vraiment réaliser qu'on a plus d'influence qu'on le pense, même aussi à l'échelle individuelle. Parce que mobiliser ta famille, c'est déjà une action super importante. Dire à ses parents, hey, des gros véhicules, là, ça fait 10 ans que c'est plus à la mode. Là. On passe à un petit véhicule. Mais ça, si on le fait tout, on va avoir une société qui va commencer à avoir des nouveaux comportements. On a des zones d'influence, on en a toutes. Puis il y en a qui ont des plus grandes zones que d'autres. Il faut savoir la trouver, y réfléchir. Bon, j'ai des cercles d'amis. J'ai un party de Noël qui s'en vient. On en a tous des lieux où on peut commencer à contaminer positivement puis à répandre que là, la nouvelle norme de notre génération, c'est
ben c'est que la priorité, c'est le climat, puis c'est d'agir en considération. Puis c'est en ayant cette logique-là qu'on se rend compte qu'on on en a du pouvoir d'agir, on en a du pouvoir d'action. Il suffit de voir vers où se tourner. Voilà. Puis, tu sais, quand on est adulte, on peut évidemment, on doit, je dirais, même s'intéresser à la politique et donc aller voter. Mais quand on est plus jeune, on n'a pas le droit de vote, mais on peut quand même influencer nos politiciens. Parce que nos politiciens, si on leur envoie un courriel, ils vont répondre. Mais si on leur écrit une lettre, là, il y a quelqu'un qui est obligé d'ouvrir cette lettre-là. Il y a quelqu'un qui est obligé de lire cette lettre-là. Il y a quelqu'un qui va en parler à votre député, à votre conseiller, à votre maire, peu importe. Ça a l'air... on n'y pense pas à ces choses-là, mais leur but là, à nos politiciens, c'est de se faire élire. Et leur but, c'est de nous représenter aussi. Et donc, quand on envoie des lettres, quand on signe des pétitions, quand on va les rencontrer, on a un impact qui est très, très grand. Puis on n'est pas obligé d'avoir 18 ans, d'être majeur pour envoyer ce genre de lettres-là. Ça peut se faire. Dans une école, on peut faire une activité de production écrite. C'est quoi un sujet qui vous intéresse, un sujet social, un sujet environnemental pour votre quartier, pour votre ville, pour votre région, qui vous intéresse? Bien, let's go. Tout le monde, on écrit une lettre à la députée, à la mairesse, au conseiller d'arrondissement. Puis là, bien, vous allez faire valoir votre impact. Vous allez avoir un impact qu'on ne soupçonne pas vraiment. Souvent qu'on oublie ou qu'on veut pas nécessairement utiliser, mais même les jeunes peuvent le faire. Là. Puis je pense que nos décideurs commencent à comprendre quelque chose. Ouais. Que nous, les jeunes, là, on n'est pas juste des jeunes stressés, ou on n'est pas juste des jeunes éco-anxieux, ou on n'est pas juste des jeunes qui sont concernés par les questions climatiques. On est aussi des jeunes mobilisés, on est des jeunes préparés, on est des jeunes qui se développent une expertise sur la question climatique, peut-être plus même que d'autres générations. Puis on a des choses à dire sur le climat, puis on a des solutions à amener. Puis ça, bien, ça commence à se sentir. Fait que tu me poses la question par où on peut commencer. Bien, c'est continuer d'être cette génération-là de jeunes qui est prêt, qui est au rendez-vous, s'éduquer, d'écouter des balados comme celui-là, mais d'en écouter d'autres, puis d'aller chercher les arguments, puis la science, puis de le montrer à quel point on est sérieux là-dedans. On ne fait pas juste... c'est pas une mode, là. Il y a un leadership qui doit être pris par cette génération-là. Puis il y en a de plus en plus des ressources pour s'éduquer. Les parcs ont un rôle au niveau de l'éducation. C'est pas juste dans les écoles. Les musées peuvent prendre ce rôle-là. Les documentaires, parfois les artistes aussi, ils ont des choses à... Mais utilisons ces outils-là. Puis moi, je rajouterais, parce que c'est important pour moi, puis je pense sincèrement qu'il y a du potentiel là-dedans, mettre de l'avant les voix autochtones. Puis pas juste les voix comme la mienne, moi, je suis un autochtone en milieu urbain, je vis à Montréal. Il y a des jeunes, et des moins jeunes, des aînés en communauté qui ont des choses super intéressantes à dire, même s'il y a de plus en plus de tribunes pour les personnes autochtones. Bien, la réelle expertise de la protection du territoire, c'est ça qui est demandé la plupart du temps par les personnes autochtones, le droit à la protection du territoire. Bien, ça se trouve dans nos communautés. Il faut leur donner le porte-voix, il faut amplifier leur voix. Puis ça, c'est une des belles manières. On va avoir des belles surprises dans les prochaines années quand on va commencer à entendre les solutions proposées par les peuples autochtones. À mon avis, il y a énormément de potentialité là-dedans. Là. Ouais. C'est certain. Puis comment est-ce que les écoles peuvent arriver à prendre tous ces éléments-là puis les mettre ensemble pour permettre aux jeunes de plus se développer puis de se construire une tête aussi sur la question climatique et la crise sociale aussi? C'est dans ton domaine, je te laisse commencer. Bien, moi j'ai un autre de mes biais, c'est que je pense fondamentalement que l'éducation a un rôle clé dans la formation d'une identité éco-citoyenne. Ouais. Donc, définitivement que les écoles doivent être à l'écoute de la jeunesse. Je pense qu'elles le sont. Puis il y a dans les écoles aussi des super enseignants qui mettent sur pied des projets. Puis c'est là-dedans que les jeunes trouvent leur plein potentiel. Puis ça n'a pas besoin d'être des projets ambitieux. Il faut simplement trouver son rôle dans son quartier, dans sa communauté. Sa communauté, carrément. Puis, je pense aussi qu'il faut faire venir des perspectives différentes. Je pense qu'il faut qu'il y ait du contenu dans les salles de classe qui soit intégré, là, puis que ça fasse partie des curriculums proposés dans l'enseignement. Oui, puis je rajouterais juste un autre point où donner les outils, justement, aux jeunes via des situations d'apprentissage, via des devoirs, des projets, faire des projets qui ont un impact social
où les jeunes sont capables de faire valoir leur voix, sont capables de s'exprimer via l'art, via des lettres, via des discours ou peu importe, leur donner les outils pour qu'ils deviennent des citoyens qui peuvent être les acteurs de changement qui ont besoin d'être, justement. Absolument. Merci beaucoup, les gars, pour avoir discuté aujourd'hui. C'est super intéressant. Gros merci. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à l'écrire dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre peut-être dans les prochains épisodes du balado. Donc, si vous êtes d'avis, comme nos invités, que l'éducation a un rôle clé à jouer dans la transition sociale et écologique et dans le développement d'une éco-citoyenneté et d'un pouvoir d'agir chez les jeunes, je vous invite à signer ou appuyer le Pacte de l'École québécoise, l'appel en engagement et une feuille de route pour l'avènement d'écoles éco-responsables au Québec.